Une question qu'on pose rarement, mais est-ce que les entrepreneurs sont-ils vraiment heureux? Parce que la réussite d'un entrepreneur, c'est le pognon. Quand t'as plus d'argent, c'est obligé que t'es plus heureux. Après que l'expérience m'eut appris que tout ce qui arrive fréquemment dans la vie commune est vain et futile, je décidai enfin de chercher s'il y avait quelque chose qui fût un vrai bien, dont la découverte et l'acquisition me permettraient de jouir d'une joie continue et suprême, pour l'éternité. Spinoza. L'un des plus grands privilèges qui puisse être accordé à un ambitieux, c'est de faire la rencontre de quelqu'un qui a atteint tout le niveau de succès qu'il désire pour lui-même, et de se surprendre à n'envier aucune minute de sa vie. J'ai eu la chance de faire cette expérience assez jeune. La réussite relative de mon entreprise m'a permis de côtoyer des personnes qui avaient franchi la ligne d'arrivée, ma ligne d'arrivée. On pourrait dire des modèles. Comme beaucoup, je pensais que de tels exploits rendaient la joie inévitable. Raté. Il y a chez certains une tristesse que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi. C'est le malheur qui suit la réalisation que le temps qu'ils ont investi dans ce qui leur semblait être la quête de leur vie est irrécupérable et qui les a parfois ramenés plus bas que la case départ. Ce chagrin est doublé d'une extrême solitude, car il apparaît aux yeux du monde comme celui de l'enfant gâté. Pourtant, cet état, on l'a tous déjà expérimenté, mais souvent à une plus modeste échelle. C'est le vide du lendemain de victoire. Quand l'euphorie a disparu et qu'on peut enfin mesurer si la récompense valait le sacrifice. Pour moi, c'était le lendemain des résultats d'HEC, le lendemain de millions d'euros de revenus, le lendemain du premier marathon. Et la leçon qui venait avec était systématiquement la même. Peu importe son niveau, cette joie, dont on s'attendait à ce qu'elle améliore durablement notre vie, n'est qu'un passage. Elle est fuyante et ne nous laisse que l'envie de la revivre, dans l'espoir qu'elle ne nous quitte pas cette fois-ci. Le vide qu'elle laisse est si insoutenable qu'il ne laisse entendre que cette voix inchassable dans notre tête, qui nous souffle qu'un peu de succès supplémentaire ne nous ferait pas de mal. Et c'est ce qui transforme les lendemains de succès en veille d'ascension. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que la conclusion devienne impossible à ignorer. Il n'existe pas de relation d'équivalence entre succès et joie durable. Sinon, il serait impossible pour l'un de venir sans l'autre. En fait, la base de mon questionnement, c'était d'étudier un sujet qui n'est pas beaucoup étudié. C'est pourquoi est-ce qu'il peut y avoir du malheur dans le succès? C'est parce que déjà, t'as pas beaucoup de personnes qui ont du succès. Et ensuite, parce que personne n'a d'empathie pour ces mecs-là. Tout le monde s'en branle. Un mec successful et triste. En gros, t'imagines le milliardaire chez lui, tout triste en dépression. Tout le monde s'en fout. C'est bien la dernière personne que t'as envie d'aider. C'est une pénible déroute mentale pour les ambitieux. Ça commence par un questionnement. On se demande à quoi bon s'infliger la souffrance d'un travail acharné si c'est pour ne pas finir plus heureux que si on s'en était passé. Ensuite, l'abattement. Parce qu'une fois qu'on a écarté l'objectif avoir du succès, les autres chemins semblent peu séduisants. Souvent car ils paraissent impliquer de se contenter d'une vie très banale, précisément celle que l'ambitieux cherche à fuir. Et enfin, l'égarement. Car quand bien même on ferait preuve d'assez de sagesse pour accepter cette vérité simple, nous n'arrivons pas à éteindre durablement ce désir de succès. Principalement dans la sphère entrepreneuriale, tu te fais dépasser par des émotions que tu n'arrives pas à contrôler. Le seul conseil d'un stoïque de YouTube, ça serait non mais contrôle ta réaction aux choses, t'es un fou, te laisser dépasser. Ok, mais j'ai besoin d'une méthode plus forte que juste une injonction de t'es une grosse merde de pas contrôler tes émotions. Nous voilà donc dans ce qui semble être une impasse. Avec d'un côté la quête effrénée d'un succès, dont nous connaissons la possible issue malheureuse, de l'autre, le choix d'une vie à l'ambition réduite, que nous passerons probablement à combattre notre volonté de nous en extirper. C'est cette tension qui explique la dépression dans laquelle sombrent certains entrepreneurs, pourtant auréolés de succès. Do you feel lonely? I mean, there are times when I feel lonely, yes. Sometimes trying to be successful and climbing a mountain is running away from something, because you think that what you are isn't enough, and if you become more, you'll become something, and that is the problem. Cette impression qu'ils n'ont pas fait le bon choix, et en même temps que le bon choix n'existait pas. C'était peste ou choléra. On a tous dans notre coin de la tête quelque chose qui nous dit bon, ça ne va pas nous faire de mal d'être un peu plus successful. Si je gagne 5 000 € de plus par mois, je ne peux pas être plus malheureux. L'entrepreneuriat et le succès entrepreneurial te forcent à conditionner ta réussite, donc à faire advenir un résultat économique. Or, il existe bel et bien des entrepreneurs qui chassent ces choses et sont heureux. Je l'ai vu de mes propres yeux. Alors comment se fait-il que le succès soit tantôt le remède, tantôt le poison? Une seule et même chose peut en même temps être bonne et mauvaise, et même indifférente. Ainsi, la musique est bonne pour le mélancolique, mauvaise pour l'affligé, ni bonne ni mauvaise pour le sourd. Spinoza. Bienvenue à Amsterdam. Nous sommes arrivés sur
les terres où la vie du jeune Bento, aka Baruch Spinoza, a démarré. Spinoza, c'est l'un des hommes les plus influents de l'histoire de la philosophie. Il l'est devenu en produisant une pensée qui part d'un constat simple. Les biens que nous poursuivons ordinairement sont éphémères. Dans l'éthique, il s'est donc mis en quête d'un bien souverain, qui procurait une joie permanente, qui transcenderait cette alternance entre joie et tristesse que nous venons de décrire. C'est l'une des rares philosophies qui ne balaie pas le désir de réussite avec un Hakuna Matata. Il en faut peu pour être heureux. Il intègre tous les aspects de la nature humaine, y compris ceux qui sont habituellement condamnés par les philosophes moralistes, pour proposer une manière de vivre qui est compatible avec l'envie d'accomplir. En fait, chez lui, la joie repose même dessus. S'il trône au panthéon des philosophes, c'est parce qu'il n'a pas produit une liste de concepts, mais une éthique de vie, une façon de se transformer à la fois concrète et conceptuellement implacable. Il y a un truc qui se passe quand tu lis Spinoza, c'est comme c'est pas du tout un moraliste, c'est très apaisant, t'as l'impression que c'est un pote en fait qui te raconte des trucs et il n'y a jamais d'injonction à être d'une certaine manière. Dans ce qui suit, je vais m'appuyer sur l'éthique et mon expérience entrepreneuriale pour étudier le rapport entre succès et joie. Tenter de comprendre pourquoi le succès rend parfois malheureux, avec pour objectif de tracer les contours d'une manière d'entreprendre qui mène vraiment à la joie. Ce chemin, c'est la droite manière d'entreprendre. Démarrons notre enquête avec ce sentiment un peu flou, celui du mal-être que le succès ne soigne pas. Le point de départ, c'est d'étudier le rapport exact entre les notions de joie et de succès. Le mot succès vient du latin successus, formé à partir de succedere, qui signifie survenir, arriver à la suite de. Dans le latin classique, le successus ne désigne pas nécessairement une réussite, il désigne d'abord l'issue d'une affaire, qu'elle soit favorable ou non. Dans les Annales, Tacite décrit les campagnes de Germanicus contre les Germains et écrit « Successus dubi ac seipe adversi ». Les issues furent incertaines et souvent défavorables. Le terme désigne le dénouement d'une affaire militaire, qui pouvait tout autant être heureux que malheureux. Pour l'issue néfaste, on parlait d'un successus adversus, littéralement un mauvais succès. Formule qui nous paraît aujourd'hui contradictoire, mais qui était parfaitement naturelle dans le latin classique. C'est à la fin du XVIIe siècle que le mot change véritablement. L'usage commun commence à privilégier les dénouements heureux, car ce sont ceux qui marquent les esprits et méritent d'être racontés. Le dictionnaire de l'Académie française de 1694 enregistre ce tournant en définissant le succès comme « événement issu », mais en ajoutant « il se dit ordinairement en bonne part ». On dit quelquefois succès pour l'événement fâcheux. C'est à ce moment qu'a lieu la bascule. Le mot devient quasi synonyme de réussite, et son sens neutre tombe progressivement en désuétude avant de disparaître complètement au XIXe. Le succès, tel qu'on l'entend aujourd'hui, n'est donc pas une qualité de l'action elle-même, mais l'événement extérieur qui en résulte. Le mot porte en lui l'idée d'un résultat contingent, ça veut dire qu'il peut advenir ou non, et qui reste distinct de l'acte qui l'a provoqué. Le succès, c'est voir une action rencontrer une certaine issue à l'extérieur de nous. Et c'est ce sens qui façonne l'imaginaire entrepreneurial. Il suffit d'une recherche internet pour voir comment cette notion est digérée par les entrepreneurs. La réussite s'y mesure à travers des indicateurs publics et comparables. La rentabilité, l'argent levé, la croissance, la reconnaissance médiatique, autant de résultats qui témoignent d'une issue extérieure, mais qui ne disent rien en eux-mêmes d'un accroissement réel de puissance. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'emploie le mot puissance. Eh bien c'est parce qu'il est central dans la définition de la joie chez Spinoza. Je vous explique pourquoi. Il définit la joie comme le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. Et le terme de perfection ne renvoie pas ici à une valeur morale, qui serait l'idéal d'un être sans défaut. Il désigne simplement le degré selon lequel un individu parvient à exprimer son essence. C'est ici qu'intervient la puissance, car être plus parfait, chez Baruch de Spinoza, c'est avoir une plus grande puissance d'agir. Quand vous passez le permis, par exemple, la joie que vous ressentez correspond à l'acquisition d'une nouvelle compétence, qui vous rend plus libre dans vos déplacements. Concrètement, ça signifie que la joie accompagne une transformation de nos capacités. C'est ce mécanisme qui rend les premiers instants d'entrepreneuriat si joyeux, car ils sont bourrés d'apprentissage. Ça permet aux entrepreneurs de ressentir une joie décorrélée des résultats économiques, qui sont parfois modestes. Kudak fait le chiffre d'affaires de 23 300 €. J'ai moi-même un souvenir incroyable des premières années de ma boîte, C'est un peu en dessous de notre target, je nous visais de faire 30 000. alors que mon niveau de réussite était bien inférieur à celui d'aujourd'hui. On termine l'année 2024 à 5,3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc à l'inverse, la tristesse survient lorsque notre puissance d'agir se réduit. Ce genre d'expérience est particulièrement commune chez les entrepreneurs, car ils considèrent souvent leurs projets comme des extensions d'eux-mêmes. C'est ce qui explique qu'on puisse parfois ressentir des réactions physiques lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Je me souviens encore par exemple du sentiment corporel que j'avais au début de ma boîte lorsqu'un client s'en allait. La crispation des muscles, l'esprit qui s'embrume, etc. C'est exactement ce que Spinoza appelle le passage à une moindre perfection. En fait, la définition de la joie, c'est le passage d'un niveau de perfection inférieur à un niveau de perfection supérieur. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de comprendre quelque chose en maths. Moi, quand tu comprends un truc en maths que tu comprenais pas depuis des semaines,
Et tout à coup, il y a un genre de sentiment assez agréable qui s'apparente à de la joie. Et donc tout ça pour dire qu'en fait, au début, c'est quasiment synonyme, les premières années d'entrepreneuriat ou les premiers mois, les premiers instants, disons. C'est parce qu'en fait, tu comprends plein de choses. Tu découvres tout à coup ce pan, c'est une nouvelle discipline. C'est comme quand tu commences un sport et tu progresses de fou au début. À la salle, on appelle ça les newbie gains, c'est-à-dire tu vois tes muscles qui grossissent de fou dans les premiers mois à la salle. Et donc tu es super heureux et au bout d'un moment, tu te rends compte qu'en fait, ça diverge. Plus de succès n'amène pas toujours plus de joie. Et donc ça montre qu'en fait, il y a une petite finesse à choper, il y a une petite distinction. Et Spinoza est très utile là-dessus. Voilà pourquoi succès et joie ne vont pas nécessairement de pair. Le premier renvoie à une issue extérieure, contingente, mesurable, mais qui n'implique pas forcément la joie, qui désigne, elle, une transformation intérieure. Un succès peut en ce sens advenir sans une augmentation de notre puissance d'agir. C'est ce qui se produit parfois avec la levée de fonds. L'instant est vécu comme une consécration, les médias en parlent comme d'une preuve de réussite, votre entourage vous félicite, mais que s'est-il réellement passé? L'entreprise dispose de plus de moyens financiers, certes, mais l'entrepreneur devient en même temps tributaire d'attentes extérieures plus fortes. Celles de ses investisseurs, de leur calendrier, de leurs objectifs de rentabilité. Derrière l'apparente extension de sa liberté se dissimule une nouvelle forme de servitude, qui a le potentiel de produire de la tristesse lorsque les intérêts se désaligneront. C'est cette incompatibilité logique qui explique que tant d'entrepreneurs, au moment même où ils atteignent ce qu'ils croyaient être le sommet, découvrent un sentiment de vide ou de tristesse. Bien qu'ils coïncident parfois, le jeu du succès n'est pas le jeu de la joie. Ok, mais alors que faire de cette joie qu'on ressent lors d'une réussite? Chez Spinoza, ce type de joie n'est pas une joie stable. C'est une passion. C'est-à-dire un mouvement de l'âme déclenché par quelque chose qui vient du dehors. Une passion est une catégorie d'affect. L'affect chez Spinoza, c'est une modification de notre corps et de notre esprit qui se traduit par une augmentation ou une diminution de notre puissance d'agir. Il n'y en a que 3 types dans la philosophie spinoziste: désir, joie ou tristesse. Tout le reste n'en sont que des variantes. Vous voyez la sensation quand vous recevez un mail porteur d'une mauvaise nouvelle? Eh bien, c'est un affect de tristesse, qui peut être de la haine si cette tristesse est accompagnée de l'idée d'une cause extérieure, ou encore de honte, si elle accompagne l'idée d'une de nos actions que nous croyons blâmées par les autres. A l'inverse, une bonne nouvelle provoquera de la joie, ou une de ses variantes. L'amour en est une. C'est une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Dans les deux cas, votre puissance change d'intensité, et c'est cela un affect. Et toute passion joyeuse peut se renverser. Si la cause extérieure se retire ou change, la joie se défait donc aussitôt. Pour désigner ce phénomène, Spinoza parle de fluctuation de l'âme. Un succès obtenu nourrit déjà l'inquiétude de le perdre. Le problème, c'est que par construction, la plupart de ce qu'on considère comme des réussites entrepreneuriales suivent ce schéma. Ces joies existent, mais elles sont fragiles, car elles reposent sur des circonstances extérieures. Ce qui est original, c'est que Spinoza ne condamne pas du tout les passions joyeuses. Il explique simplement que leur nature ne permet pas d'en attendre une joie durable. Le problème vient plutôt des passions tristes. Ce sont tous ces désirs qui ont des causes extérieures et qui minent notre existence. Il nous invite à en étudier l'origine, afin de comprendre pourquoi nous désirons parfois des choses, alors que nous savons pertinemment qu'elles nous rendront tristes. Bienvenue à Amsterdam, les terres où la vie du jeune Bento, aka Baruch Spinoza, a démarré. Là, on vient pour en savoir un petit peu plus sur le contexte de l'écriture de ce fameux bouquin, l'éthique. La promesse est assez simple, c'est proposer une éthique de la joie. Et ça a été un petit peu tout le travail de sa vie. Il n'a pas écrit beaucoup de bouquins, Spinoza, et notamment celui-là n'avait pas été publié de son vivant. Son manuscrit a été retrouvé par, je crois que c'est sa sœur, et publié ensuite parce qu'il avait trop peur de le publier. Notamment, une des raisons pour lesquelles il était venu se réfugier à Amsterdam, qui était une des villes les plus libérales de l'époque, parce que Spinoza, c'est le XVIIe siècle. C'est quelqu'un qui a un rapport assez conflictuel avec l'ordre établi et principalement l'ordre religieux. Comment vous dire que Spinoza a réussi cette prouesse absolue? C'est un espoir dans le blasphème, il a été excommunié à 23 ans. Il a reçu ce qu'on appelle un RM, H-E-R-E-M, d'une violence inouïe. Alors ça c'est le RM. Elle est en anglais, je vais essayer de vous traduire quelques-uns des passages hautement violents de cette lettre. Personne n'a le droit de communiquer avec lui, pas même à l'écrit, ni lui accorder aucune faveur, ou rester sous le même toit que lui. Il lui souhaitait la mort, quoi. On pourra en reparler un petit peu, mais il y a pas mal de points dans l'éthique qui sont assez incompatibles avec l'idée d'un Dieu qui a décidé de tout. Eh bien, c'est la grande synagogue d'Amsterdam. Il n'y est pas allé très longtemps puisqu'il s'est mangé son RM assez tôt. Donc, c'est pas n'importe quelle synagogue, c'est la synagogue portugaise. C'est très important parce que Spinoza, comme vous voyez la consonance Spinoza, c'est pas du tout un néerlandais. Bon, il se trouve que alors c'est le XVIe siècle, a été assez compliqué, qu'ils se sont fait virer du pays. Et donc, ils ont dû émigrer un peu partout et Amsterdam était une ville assez accueillante.
où ils ont pu reformer une communauté. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Spinoza s'est beaucoup construit en opposition à la religion. Un peu comme un adolescent qui se construit contre ses parents, le parent de Spinoza, c'est la religion juive. Ce sentiment en fait de la joie qui va et qui vient, tout le monde l'a forcément expérimenté à condition d'être un être humain. Ça me l'a fait quand on a passé 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je me souviens même d'ailleurs que la sensation était un peu spécifique. J'étais content, mais très vite en fait tu sais que tu vas le faire. Donc du coup c'est plus très surprenant, t'es pas surpris. Et en fait t'as l'impression que tu dois l'être parce que les autres attendent que tu le sois. Mais tu l'es pas forcément pour une raison personnelle. Il y a de grandes chances que si un jour on arrive à 10 millions, ça me fasse exactement la même chose. Alors pourquoi tu le faisais? Il y a plein de raisons, et c'est là où Spinoza est très éclairant en fait, sur les raisons pour lesquelles j'avais envie de faire grossir le chiffre d'affaires vite. Je pense qu'une partie du truc, c'est que c'est un désir qui est présent au fond de toi, donc duquel tu n'arrives pas à te défaire, c'est le désir de croissance. Parlons un peu plus de ce désir. Il est absolument clé chez Spinoza car il constitue l'essence de l'homme. C'est ce qu'il appelle le conatus. Cet effort de persévérer dans l'être qui anime toute chose. Mais on se tromperait en pensant que ce désir nous oriente spontanément vers ce qui produit de la joie. Et quand il parle du conatus, il dit qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'un humain est un être humain? C'est du désir. En fait, on est du désir sur pattes. C'est une expression qui a été employée par Fabien Bizet de Cosmos, avec qui j'ai beaucoup discuté de Spinoza. Finalement, moi, mon désir, c'était un truc dont j'arrivais pas à me séparer. C'était ça qu'il fallait que je fasse. Et le problème, c'est qu'en fait, certainement, il y avait un petit bout dedans qui était cette volonté de reconnaissance, d'exister, de crise d'adolescence, en fait, tout simplement. Parce qu'en même temps que la boîte grossissait, ça faisait grossir un peu la reconnaissance, le statut, etc. Aujourd'hui, ça me procure beaucoup moins de satisfaction. C'est la raison pour laquelle j'ai eu une période avec une assez faible assiduité sur YouTube. C'est parce qu'en fait, le moteur que j'avais au début, c'est éteint. La source, c'est tarie. Donc il fallait que je retrouve une autre raison de faire du contenu. Et j'avais peur en fait de pas retrouver de raison de faire du contenu. Mais finalement, le fait d'explorer des idées, de vous partager ça, c'est en train de devenir mon moteur, que j'estime super utile. Et au moment où je le découvre, en fait, je vois que j'ai cette volonté naturelle de le partager à quelqu'un. Parfois au point de casser les couilles un peu aux gens. Mais où je vous casse pas les couilles, non? Enfin, si vous êtes encore là, c'est bon, c'est que vous voulez m'entendre quand même. Enfin, j'espère. Un entrepreneur, en ce sens, c'est donc quelqu'un pour lequel le désir s'est porté sur une entreprise, peu importe sa sorte. Mais rien dans l'éthique n'affirme que nous ne désirons que ce qui est bon pour nous. Au contraire, le désir est premier, et c'est lui qui détermine ensuite notre jugement. Spinoza le formule avec netteté. Nous ne désirons pas une chose parce qu'elle est bonne, mais nous la jugeons bonne parce que nous la désirons. Autrement dit, l'objet ne reçoit son qualificatif de bien qu'après coup, parce que nous l'avons convoité. Le désir précède l'idée du bien. Il en est la source et non la conséquence. Et c'est de là que proviennent nos erreurs, car ce désir, loin d'être pur, est lui-même un affect. À ce titre, il est donc exposé aux mêmes variations que les autres affects. Il varie, il se colore, il se laisse orienter par les affections du corps et les idées qui les accompagnent. Ainsi, ce que nous croyons être l'expression la plus intime de nous-mêmes, notre désir, est en réalité modelé par une multitude de causes extérieures. L'esprit s'efforce d'imaginer ce qui accroît ou seconde sa puissance d'agir, afin d'orienter son désir, mais il se trompe régulièrement. Le problème, c'est précisément qu'il imagine. L'imagination ne reflète pas la nature des choses, mais seulement l'état de notre corps. Une image, c'est une idée qui marque la constitution présente du corps humain avec confusion. Voilà l'origine de l'erreur. Lorsque par exemple nous regardons le soleil, notre imagination nous dit qu'il est éloigné de nous de 200 pieds environ, et cette erreur persiste tant que nous ignorons la véritable distance de la Terre au soleil. C'est le mécanisme à l'œuvre lorsque la vue d'un businessman en Ferrari éveille chez vous l'envie de gagner de l'argent pour vous en offrir une à votre tour. L'imagination associe le bien matériel à l'idée de la joie qui l'accompagne. Ils sont accentués par la nature même de l'exercice entrepreneurial, qui est d'abord une quête économique. Spinoza note avec ironie que l'image de l'argent occupe avant tout l'âme du vulgaire, qui ne se représente aucun événement heureux sans l'idée de l'argent comme cause. Le vulgaire n'est pas ici une classe sociale, mais une disposition. Vulgaire vient du latin vulgus, qui veut dire multitude, et vulgaire, celui qui demeure prisonnier de l'imagination, en somme qui confond les moyens et les fins. L'argent en soi est un moyen parfaitement légitime pour déployer sa puissance d'agir. Mais quand il devient une fin absolue, il crée de la servitude chez celui qui le désire. L'entrepreneur qui mesure sa valeur à son chiffre d'affaires n'utilise plus l'argent pour étendre sa liberté, il en est un esclave. Dans ce contexte, il existe donc bien un type d'entrepreneur vulgaire. C'est celui qui a remplacé un moyen par une fin. Ce que Spinoza enseigne, c'est surtout qu'il dit que le problème de l'argent, c'est pas que l'argent est mal ou bien en soi, c'est que l'argent est un moyen que les gens érigent comme une fin. L'argent, c'est un moyen qui permet d'acheter des trucs, et t'as des mecs qui dédient toute leur vie à gagner de la thune, parce qu'ils ont oublié qu'en fait, c'était le moyen pour faire quelque chose d'autre. Et le problème du succès, c'est que c'est exactement la même chose. Je trouve que je me suis rendu compte, et moi le premier, que les entrepreneurs cherchent le succès, la performance, etc.
au début, mais ils ont oublié pourquoi est-ce qu'ils le recherchaient au tout démarrage. Et en fait, ils voulaient accomplir quelque chose, souvent sur eux-mêmes, qui était plus ou moins une variante de « je voulais être plus heureux sur tel truc » ou être moins triste sur quelque chose. Mais là où j'ai été particulièrement déstabilisé dans ma lecture de Spinoza, c'est quand j'ai découvert que la notion même d'ambition s'y apparentait aussi, en tant que passion. Il la définit comme un désir immodéré de gloire. La gloire étant une joie accompagnée de l'idée d'une de nos actions que nous imaginons louée par les autres, c'est-à-dire une passion entièrement suspendue au jugement d'autrui. Pourtant, être ambitieux, dans le vocabulaire entrepreneurial, est présenté comme une vertu cardinale. Mais du point de vue spinoziste, l'ambitieux ne cherche pas à connaître sa puissance par lui-même. Il attend que son existence soit confirmée dans le regard des autres. Sa joie dépend de l'admiration, et sa tristesse suit immédiatement le soupçon de perdre ce prestige. En somme, l'imagination, par une connaissance confuse des choses, fait se poser le désir des hommes sur ce qui lui semble bon mais ne l'est pas. Dans le contexte entrepreneurial, nos désirs sont souvent issus de la croyance que nous avons que ces biens rendent leurs propriétaires heureux, et qu'il en sera donc de même pour nous. Et ça devient extrêmement dérangeant lorsqu'on comprend que pour beaucoup, cette confusion intervient dans la formation même du désir d'entreprendre. Dans ce contexte, Spinoza parle de l'émulation, le désir d'une chose qui naît en nous du fait que nous imaginons que d'autres, semblables à nous, éprouvent le même désir. Voir d'autres fonder une entreprise suffit à déclencher le désir d'en fonder une, parce que nous projetons sur nos pairs une joie que nous voudrions ressentir à notre tour. On ne désire donc pas systématiquement ce qui correspond à notre nature, mais ce que l'on voit désiré par autrui. C'est l'un des effets pervers que l'entrepreneuriat soit devenu si populaire. Il est plus souvent poursuivi en tant que manière de ressembler à quelqu'un, de riche souvent, que comme façon de s'accomplir soi-même et de vivre une vie joyeuse. Le problème de désirer ces faux biens, c'est qu'ils ont la tristesse comme inévitable destination. Pour l'individu chez lequel le désir d'entreprendre n'est pas le fruit d'un désir propre, l'amour envers son projet finit toujours par devenir toxique. Spinoza illustre ce mécanisme avec une image célèbre, l'amor meretricis, en français l'amour de courtisane. Méretrice, ça veut dire prostituée d'ailleurs aussi, ça veut pas juste dire courtisane. Et c'est trop stylé parce que c'est une définition parfaite, je trouve, de la façon dont la majorité des entrepreneurs aiment leur boîte. Et je me mets dedans, j'en étais très coupable. C'est en gros, il décrit ça comme l'amour des formes extérieures. Donc c'est l'amour du vulgaire. C'est quand t'aimes une meuf juste parce que tu la trouves jolie. Ça marche très bien avec les entreprises parce que n'importe quel type d'entrepreneur un peu sérieux dans ce qu'il fait éprouve un genre d'amour pour sa boîte. Dans cet amour, on ne désire pas la personne pour ce qu'elle est, mais pour l'image séduisante qu'elle projette. C'est un amour des formes. L'éclat, la beauté ou le charme tiennent lieu de cause, et donc l'amour disparaît aussitôt que l'image se ternit. De la même manière, beaucoup d'entrepreneurs ne désirent pas leur entreprise en elle-même, et l'image qu'elle leur envoie. Il y a différentes façons d'aimer sa boîte. Ça permet de faire une bonne classification de quelles sont les motivations pour lesquelles les entrepreneurs montent des boîtes. Il y en a plein. Il y a ceux qui aiment un problème, donc ceux qui sont passionnés par une évolution ou une innovation sur un marché qui, je sais pas, l'IA par exemple, ça les passionne et ils sont convaincus que c'est le futur et ils se jettent dessus. Ensuite, tu as les entrepreneurs qui aiment l'entrepreneuriat. Ça, c'est un peu mon cas et c'est un truc qui est très nouveau qui arrive avec la génération YouTube. C'est les gens qui voulaient entreprendre avant d'avoir une idée. Donc, c'est les mecs qui veulent être entrepreneurs. Et parmi ceux-là, t'en as qui veulent être entrepreneurs parce que ça émane d'eux-mêmes, genre ils ne se voient pas être autre chose. J'estime plutôt être dans cette catégorie-là. Et t'as ceux qui veulent être entrepreneurs parce qu'être entrepreneur, c'est stylé. Et souvent, ces gens-là, c'est ceux qui font preuve d'amour méretricis pour leur boîte. Parce qu'en fait, ce qu'ils aiment, c'est le fait d'être à la tête d'une entreprise qui marche bien, d'avoir du succès, de gagner de l'argent, d'avoir le statut que confère le fait d'être un fondateur. Et en fait, c'est très puéril, c'est très immature comme façon de construire une boîte. Parce que c'est comme un enfant qui dit qu'il veut être footballeur. En vrai, pourquoi est-ce qu'il veut être footballeur, un enfant? Pourquoi est-ce qu'il veut être pompier? Pourquoi est-ce qu'il veut être militaire? Il ne connaît rien au métier de militaire, de footballeur ou de pompier. C'est juste parce qu'il voit que c'est des gens qui sont respectés, qui ont du statut, que c'est stylé, que ça le fait rêver. C'est donc un amour vulgaire qui ne révèle rien d'autre qu'un désir inauthentique d'entreprendre. Voilà donc pourquoi nous désirons des choses qui produisent de la tristesse. Parce que nous les jugeons bonnes, simplement parce que nous les désirons, parce que notre imagination se trompe sur leur valeur, parce que nous imitons le désir des autres. C'est dans ces conditions que la quête de succès devient un aller direct vers la tristesse existentielle. Bon, si vous suivez jusqu'à là, vous vous doutez que la solution pour faire exister la joie dans le succès consiste au moins à ne pas mal désirer. Et là, vous voyez l'ombre d'un problème apparaître. Car normalement, l'argent ne fait pas le bonheur, et tous ses cousins, vous les avez déjà entendus. Vous en êtes peut-être même déjà convaincus. Mais ça n'a pas changé vos actions. En fait, des situations où vous connaissez la bonne solution mais vous ne l'avez pas suivie, vous en avez vécu des tonnes. Car s'il suffisait de savoir ce qui était bon pour nous pour le faire, aucun médecin ne fumerait. Et tout le monde mangerait 5 fruits et légumes par jour. Heureusement, Spinoza ne s'arrête pas là. Il admet que nous pouvons savoir ce qui est bon, le concevoir clairement, et pourtant, ne pas le poursuivre. Si clairement que mon esprit perçut, je ne pouvais cependant pas renoncer à toute convoitise, à toute sensualité et à toute gloire. Le désir peut continuer de s'attacher à des objets, même quand la raison les désavoue. C'est ce qui explique que l'entrepreneur, tout en reconnaissant que l'argent ou la gloire ne suffisent pas, continue de les poursuivre avec acharnement. Pour se libérer de cette servitude,
Une autre méthode s'impose. Voici où nous sommes rendus pour l'instant. Le vrai nœud du malheur n'est pas dans l'objet poursuivi, mais dans notre condition de dépendance. Tant que notre joie repose sur des causes extérieures, nous restons exposés à leur perte, et donc à la tristesse. C'est cette servitude qui rend le succès si souvent empoisonné. Il s'agit donc de la mettre à distance. En prenant un peu de hauteur, on se rend compte que ce diagnostic n'est pas neuf. Les philosophies antiques l'avaient déjà formulé avec clarté. Les épicuriens distinguaient les désirs naturels, faciles à satisfaire, des désirs vains comme la gloire ou le pouvoir. Les cyniques allaient plus loin, en prônant le rejet des conventions sociales et des biens matériels superflus. Mais c'est surtout le stoïcisme qui a proposé une véritable méthode de salut. Ce qui trouble les hommes, écrivait Épictète, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. De là, une discipline du désir, apprendre à n'accorder de valeur qu'à ce qui dépend de nous, et tenir pour indifférent tout le reste. Let me see. Epictetus. Is Epictetus somewhere? Ja, let me see. Fait intéressant, ce sont les vrais livres de Spinoza. Enfin, presque les vrais, puisque après sa mort, en fait, ils ont été éparpillés un peu partout, je crois dans l'Europe, surtout. Et ils ont retrouvé une note d'un notaire qui avait noté tous les bouquins qu'il avait. Et donc, en 1898, je crois, 1900, quand ils ont inauguré le musée, ils ont essayé de racheter toutes les éditions qu'il avait à l'époque. Et donc, on peut reconnaître 2-3 choses. Il y a un peu un mix de tout. Il y a la Bible, pas mal de trucs écrits en hébreu, et surtout, il y a tous les philosophes grecs. Et notamment Épictète, qui est un grand stoïque, vous le savez bien. Et donc Spinoza a pondu une philosophie qui est assez voisine du stoïcisme, tout en étant un petit peu plus fine sur certains points. En fait, le stoïcisme, je trouve ça très intéressant. Je trouve que théoriquement, ça fait beaucoup de sens. Mais dans la pratique, enfin moi personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à le mettre en place. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, j'ai découvert beaucoup le stoïcisme, pas par les bouquins des stoïques, mais par les commentaires qui étaient faits sur les bouquins des stoïques, principalement sur YouTube, où ça a un petit peu été dévoyé en ne désirer que ce qui dépend de soi. Donc en gros, tu peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler ta réaction aux choses. Alors c'est vrai, mais je comprends j'en comprends la source, mais moi personnellement, j'arrivais pas. À première vue, ces remèdes paraissent cohérents. Si les biens extérieurs nous rendent esclaves, il suffirait d'y renoncer, ou de les reléguer hors du champ de nos désirs. Si on en croit Internet, c'est le remède qui est le plus souvent suggéré aux entrepreneurs. Mais Spinoza montre indirectement qu'il repose sur une double méprise. La première consiste à croire que l'homme pourrait éteindre son désir. Or, c'est impossible. Vouloir supprimer le désir, c'est vouloir supprimer la vie elle-même. L'ascétisme est donc une impasse. Comme on ne retient pas sa respiration 10 heures sous l'eau en décidant simplement de ne pas respirer. Ça n'est pas humain. La seconde méprise consiste à croire que la volonté peut décider de l'objet du désir, et le limiter à ce qui dépend de nous. Cette promesse suppose que l'homme puisse se soustraire à l'action des causes extérieures. Or, Spinoza récuse précisément cette idée. C'est l'un des éléments les plus révolutionnaires de sa pensée. Et un point assez clé que j'ai beaucoup aimé dans la pensée de Spinoza, il démontre un truc tout con, c'est que Dieu égale nature. Alors ça peut paraître assez incompréhensible et pas forcément très intéressant pour les entrepreneurs que nous sommes, mais la conception qu'a Spinoza de ces deux notions-là est assez intéressante, je trouve, c'est qu'il définit Dieu ou la nature, donc il les emploie vraiment comme des synonymes dans tout le bouquin, comme une cause non causée. Je vais vous faire la petite explication, ne vous inquiétez pas. Donc une cause non causée, c'est quoi? Pour bien comprendre la théorie de Spinoza, il faut comprendre que chaque désir, chaque truc que tu ressens est causé par quelque chose. Donc quelqu'un qui te bouscule dans la rue, t'as un peu le seum, tu ressens de la haine contre lui. C'est une cause. Donc il explique en fait le monde de Spinoza, c'est un monde qui est un réseau de causes. La difficulté en fait qu'ont les humains avec tout ça, c'est qu'ils sont souvent inconscients des causes qui déterminent ce qu'ils ressentent. Tout ça pour dire que Dieu ou la nature, c'est la cause tout en haut. C'est-à-dire celle, si tu remontes, tu poses assez de fois la question, il y a un truc en haut qui est la cause non causée, à un moment il y en a bien une tout en haut qui est la cause de rien du tout. C'est ça. C'est une définition assez mathématique et logique de Dieu que j'aime beaucoup et qui surtout te permet de comprendre un élément très clé de la pensée de Spinoza et très pratique pour le coup, c'est que la nature est un réseau de causes implacable. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, tu es un mode de la nature, c'est-à-dire que tu es un bout de nature et tu n'es pas un empire dans un empire, c'est-à-dire tu regardes pas la nature de loin, tu es dedans et tu ne peux pas t'en extraire. Donc ça fait qu'en fait si tu veux reconquérir une espèce de liberté, tu es d'abord obligé de comprendre le package de contraintes qui sont imposées sur toi, et notamment toutes les causes qui te déterminent, et qui sont en fait le point d'entrée dans toute la philosophie de la libération et de la joie de Spinoza, dont fait l'objet cette vidéo. Nous ne sommes pas un imperium in imperio, un empire dans un empire. Nous faisons partie de la nature, nécessairement traversée et modifiée par les autres parties. Notre corps est affecté par d'autres corps, notre esprit par d'autres idées.
Il est illusoire de croire qu'une volonté souveraine puisse fermer la porte à ses affections. Autant dire à quelqu'un d'affamé de ne plus désirer le gâteau qu'il a sous les yeux. Ainsi, les philosophies de l'ascèse et du stoïcisme, chacune à leur manière, surestiment la puissance de la volonté et méconnaissent le rôle nécessaire des causes extérieures. Les premières imaginent que l'on peut abolir le désir, les secondes qu'on peut l'orienter à volonté vers ce qui dépend de nous. Or, ce qui constitue notre essence, c'est précisément de désirer et d'être affecté. Tenter de s'y soustraire, c'est ignorer la structure causale de l'homme, et donc proposer un remède inopérant. Malgré tout, il est possible qu'en entendant ça, vous vous disiez que Spinoza grossit le trait, que l'homme n'est pas réellement impuissant face à son désir. D'ailleurs, vous vous dites peut-être que vous avez fait l'expérience d'aller avec succès contre ce fameux désir, lorsque vous avez vaincu un jour votre flemme d'aller faire du sport par exemple, ou que vous vous arrêtez après le premier verre lors d'une soirée entre amis. Bon, ça j'avoue, c'est impossible. En fait, sur le papier, il apparaît que notre expérience contredise Spinoza. Il semble qu'il y ait de l'espace pour la décision, que nous ne sommes pas esclaves de nos pulsions. Si vous partagez cette vision, eh bien vous êtes cartésien. Dans ses Passions de l'âme, Descartes admet que nous sommes traversés par des affections venues du corps, bien avant que Spinoza publie son éthique. Mais il maintient qu'il existe en nous une faculté supérieure, la volonté, qui est libre par essence. Selon lui, si je suis envahi par la peur, la colère ou l'envie, je peux, par un acte de volonté, suspendre mon jugement et refuser de suivre la passion. Rien ne m'empêcherait, en principe, de détourner mon esprit comme un voyageur choisissant de prendre le bon chemin. C'est exactement la promesse stoïcienne, traduite en termes modernes. La liberté comme pouvoir de dire oui ou non à mes représentations. Sauf que Spinoza, tout en étant un grand admirateur de Descartes, lui inflige une PLS cosmique. Dans l'éthique, il écrit « Voluntas et intellectus unum et idem sunt ». La volonté et l'entendement ne sont qu'une seule et même chose. Ce qu'il explique, c'est qu'il n'existe pas d'idée neutre qui attendrait la signature de la volonté. Chaque idée, par sa nature même, est déjà une affirmation. Quand j'ai l'idée d'une ligne droite, l'idée affirme déjà sa droiture. Je ne peux pas suspendre cette affirmation, car elle est incluse dans le contenu de l'idée elle-même. Bon, alors ça, c'est Descartes, juste là. Descartes était en photo chez Spinoza, pourquoi? Parce qu'il aimait bien, même s'il a fini par l'humilier. C'est un rapport un peu paradoxal qu'a Spinoza avec Descartes, parce qu'à la fois il l'admirait de fou, et on comprend pourquoi, mais en même temps il l'a absolument démonté, et notamment sur un point en particulier, c'est que, si je caricature, Descartes disait qu'il y a le corps et l'entendement, et donc en fait la volonté est toute puissante, elle peut contrôler les affections, et Spinoza dit non, en fait le corps et la pensée c'est la même chose. La pensée n'est que l'idée du corps. Donc du coup ça a tout un impact sur qu'est-ce qu'il est possible de faire avec la volonté. L'erreur cartésienne est donc claire pour Spinoza, croire qu'il existe deux puissances séparées, une qui pense et une qui choisit. Il n'y a pas de volonté au-dessus des idées, il n'y a que les idées elles-mêmes, plus ou moins adéquates. Vouloir, ce n'est rien d'autre qu'affirmer ce qu'une idée affirme déjà. Conséquence directe, si une passion m'envahit, ce n'est pas parce que ma volonté a faibli en laissant passer une idée, c'est parce que mon esprit est occupé par une idée inadéquate, confuse, partielle, dont je ne connais pas la cause, et qui produit en moi son effet. Je ne peux pas la refuser par un décret intérieur, car il n'y a pas en moi une faculté souveraine de dire oui ou non. Si je suis jaloux d'un concurrent qui réussit, ce n'est pas parce que j'ai choisi de me laisser envahir. C'est simplement parce que l'idée de son succès, comme une diminution de ma valeur, a pris racine en moi. Tant que cette idée occupe mon esprit, elle produit mécaniquement l'affect correspondant. Voilà pourquoi Spinoza dit que Descartes se trompe. L'illusion d'une volonté souveraine qui choisirait ses désirs n'existe pas. Ça peut sembler être une mauvaise nouvelle, mais c'est en fait le point de départ du remède spinoziste. Spinoza propose une méthode qui intègre les spécificités humaines. Un affect ne peut être empêché ni supprimé que par un affect contraire et plus fort. C'était une méthode beaucoup plus mathématique, ce que disait Spinoza, et qui pour le coup est beaucoup plus pratique. C'est facile en fait de s'imaginer quand t'es pris d'une émotion de fou, déjà de commencer par accepter que en fait, ça ne peut pas être autrement, t'es victime de cette émotion-là, c'est tout, elle est là, et ensuite de dire ok bon, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour remplacer cet affect de, souvent ça va être un affect de tristesse, par un affect de joie. Et donc là c'est la compréhension de la cause, et de pourquoi est-ce que je me sens comme ça, et ça rassure énormément parce que ça permet de comprendre, et comprendre, il y a un genre de satisfaction et de ça qui descend et qui fait que tu arrives enfin à changer ton état d'esprit. Autrement dit, les passions ne disparaissent jamais par la résistance ou par le refus, mais seulement lorsqu'elles rencontrent une idée plus claire, capable de produire un affect de joie qui l'emporte. Tout ça parce que la connaissance est elle aussi un affect, qu'elle produit de la joie, et que les désirs qui naissent de la joie sont plus forts que ceux qui naissent de la tristesse. En gros, quand un entrepreneur atteint ce qu'il croyait être le but décisif, comme un chiffre d'affaires symbolique ou la vente de sa boîte, mais qu'au lieu de l'exaltation attendue, il découvre une tristesse sourde, il ne comprend pas la cause de ce malaise.
Et c'est cette opacité même qui nourrit l'affect de tristesse. Or, sitôt qu'il saisit la véritable cause de son malaise, l'affect change de nature, car il comprend que s'il désirait tant cette gloire, ce n'était pas pour l'accroissement réel de sa puissance, mais pour des raisons imaginaires, comme par exemple prouver à ses anciens camarades qu'il avait réussi, ou se hisser au niveau des figures qu'il admire, ou fuir l'angoisse de l'échec en accumulant des signes visibles de réussite. En les identifiant, il découvre que son malheur ne vient pas d'un défaut obscur en lui, mais d'une mécanique intelligible. Ce passage à une idée plus adéquate réoriente déjà son désir vers ce qui exprime réellement sa puissance. Et c'est cette réorientation qui engendre une joie active. Un affect qui est une passion cesse d'être une passion dès que nous en formons une idée claire et distincte. C'est comme si on vous annonçait que la mauvaise note que vous avez eue à un contrôle est liée au fait que vous avez révisé le mauvais chapitre. Ça ne change pas le résultat, vous avez échoué, mais la compréhension des causes de cet échec vous indique comment agir la fois suivante. Et bingo, vous augmentez votre puissance d'agir, ce qui, si vous avez bien suivi, produit de la joie. Ce mécanisme est infaillible car il est ancré dans la nature elle-même, que Spinoza décrit comme l'enchaînement nécessaire de causes. Le monde de Spinoza, c'est un monde qui est un réseau de causes. Comprendre une passion, c'est simplement la rapporter à sa cause réelle, qui existe nécessairement. C'est pourquoi Spinoza peut conclure « Il n'est point d'affection dont nous ne puissions former une idée claire et distincte ». Autrement dit, aucune tristesse, aussi violente ou mystérieuse soit-elle, n'est incompréhensible par nature. Si elle nous écrase, c'est seulement parce que nous en ignorons encore la cause. Tout en acceptant que c'est pas magique. Tu vas pas, quand tu viens de perdre quelqu'un, tu vas pas, il y a pas un stoïque qui va arriver et qui va dire non mais pourquoi t'es triste, contrôle ta réaction aux choses, ça produit rien de... Bon bah je trouve pas ça très humain, c'est pas très pratique. Je sais pas en fait si j'ai une philosophie préférée, mais juste le stoïcisme c'est un peu glissé sur moi. C'était intéressant dans l'idée, mais j'ai pas réussi à en faire une philosophie de vie. Là où je vois que Spinoza c'est beaucoup plus ça a peut-être été intellectuellement dépassé par plein d'autres philosophes, mais d'un point de vue éthique de vie, c'est l'un des meilleurs de l'histoire en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait à cœur non pas juste de trouver des idées qui étaient vraies, mais de trouver des choses qu'on pouvait transformer en une façon de vivre. Et ça marche de fou pour les entrepreneurs, je trouve. Parce on reste des hommes de l'action. Spinoza propose un système dans lequel nous avons un super pouvoir, celui de réordonner et d'enchaîner les affections du corps suivant un ordre qui se rapporte à l'entendement. En gros, connaître les causes exactes de nos désirs qui produisent de la tristesse, et faire en sorte qu'elles ne se rencontrent plus. Ainsi s'achève la démonstration. Les passions ne se vainquent pas par la volonté, mais par la connaissance. Et tout affect peut être transmué dès lors qu'il est compris. Voilà ce qui rend la méthode spinoziste implacable, et ouvre naturellement la question suivante: comment acquérir de telles idées adéquates ? La joie chez Spinoza est donc intimement liée à la connaissance. Il s'agit de chasser nos idées confuses par l'étude de leurs causes. Mais ce n'est pas une mince affaire. Les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés. Le piège est de penser que tous les modes de connaissance servent notre libération. Si le salut réside dans la formation d'idées adéquates, alors il faut distinguer les types de savoirs qui prolongent la servitude de ceux qui permettent au contraire de s'en délivrer. C'est ce que fait Spinoza lorsqu'il distingue 3 genres de connaissances. La première, c'est la connaissance par ouï-dire, l'opinion. Elle se fonde sur les impressions sensibles, les récits et les images qui frappent notre corps et notre mémoire. C'est le registre de l'imagination dont on parlait plus tôt. Spinoza note alors que l'âme n'a pas de connaissances adéquates, mais seulement des notions confuses et mutilées. Or, c'est bien ce qui nourrit les passions tristes décrites précédemment. C'est l'entrepreneur qui associe mécaniquement levée de fonds et bonheur, ou qui aurait la croyance que plus d'argent améliorera son succès avec les femmes. À ce sujet d'ailleurs, plus d'argent vous rendra toujours plus séduisant auprès des personnes séduites par l'argent. Fin de parenthèse. Mais ce type de connaissance ne permet pas d'accéder à une joie durable. La seconde, c'est la connaissance mathématique, celle de la raison. Elle s'appuie sur des notions communes et sur les déductions qu'elles autorisent. Ces notions, parce qu'elles expriment ce qui est stable et universel, produisent des idées claires et adéquates. Prenons un exemple simple. Un enfant qui a peur du tonnerre imagine que le ciel est en colère contre lui. Il s'angoisse jusqu'au moment où il comprend, par la raison, que le tonnerre accompagne nécessairement l'orage, qui est lui-même provoqué de façon naturelle lorsque certaines conditions climatiques sont réunies. Ce n'est pas une menace personnelle, mais une loi naturelle. Sitôt qu'il le saisit, la peur se dissipe. La connaissance commune, le tonnerre va toujours avec l'orage, suffit à transformer la tristesse en calme. Il vient de découvrir une loi de la nature.
De la même manière, l'entrepreneur qui accède à la raison comprend que l'argent, la gloire ou le prestige ne sont pas des biens en soi, mais seulement des moyens. Sitôt qu'il saisit cette régularité, son malaise change de nature. Cette connaissance scientifique, c'est celle des lois de la nature, comme ensemble de causes des phénomènes. À partir de là commence la libération, car la raison reprend le dessus. Mais il y a un troisième type de connaissance, sans laquelle il est impossible d'entrer dans la liberté dont parle Spinoza. C'est la connaissance intuitive. Il la définit comme une connaissance qui procède de l'idée adéquate de l'essence formelle de certains attributs de Dieu vers la connaissance adéquate de l'essence des choses. Compliqué, hein ? En termes simples, l'intuition ne passe pas par des règles générales. Elle saisit une chose singulière directement dans sa nécessité. Elle nous donne non seulement de savoir qu'une passion est nuisible, mais de la ressentir immédiatement comme telle, au point que le désir qu'elle entretenait disparaît de lui-même. L'intuition ne montre pas seulement que la levée de fonds mal motivée est nuisible en général, elle fait éprouver d'un seul coup qu'elle est nécessairement liée à la tristesse. L'entrepreneur qui l'a comprise intuitivement ne lutte plus contre ce désir, il ne le ressent même plus. On peut rapporter ça à l'expérience d'un non-fumeur qui ne lutte pas contre l'envie de fumer lorsqu'on lui propose une cigarette. Sans ce troisième genre de connaissance, la libération resterait incomplète. La raison peut réordonner les passions, mais seule l'intuition les transforme en profondeur. C'est elle qui permet de passer d'un combat perpétuel contre nos désirs à une véritable paix de l'âme. Où ce qui nous nuisait cesse simplement de nous attirer. En appliquant cette éthique de vie, on découvre que quelque chose change en profondeur. La tristesse n'a plus le même pouvoir, les désirs trompeurs perdent de leur emprise, et des joies plus stables apparaissent. Un genre de paix intérieure qui naît de l'accord entre notre désir et la nécessité des choses. Mais ce n'est plus de la joie, c'est autre chose. On va voir le mausolée de Spinoza, ainsi que sa dernière maison. Donc ce sera la fin de notre petit périple. Et j'espère en savoir un petit peu plus aussi sur ce qui s'est passé après sa mort, parce qu'il y a quand même tout un moment entre le moment où il est mort et le moment où l'éthique a été publiée. Et je suis pas très au clair sur cette phase-là de sa vie. J'espère en apprendre un petit peu plus. L'éthique, c'est le bilan de la quête de Spinoza d'une joie qui dure, qui ne serait plus un passage, comme l'indiquait sa définition. À ce stade, nous savons qu'elle est indissociable de la connaissance. Le but suprême de l'homme dirigé par la raison n'est rien d'autre que de comprendre. Cette lucidité engendre une joie qui se ressent différemment. Spinoza l'appelle acquiescentia in se ipso, le contentement de soi. Ce n'est pas une complaisance narcissique, mais la satisfaction profonde qui accompagne la conscience claire de ce que l'on peut réellement. This isn't real. What is real? Mon rapport à Kodak a totalement changé. C'est comme si tout à coup j'avais évacué toutes les problématiques succès, performance, comment faire en sorte que ça marche mieux, et je les avais remplacées par des réflexions comment être le plus heureux possible à la tête de ma boîte. Et ça a totalement changé ma façon de réfléchir parce que t'oses pas trop le faire. En fait, tu penses que c'est égoïste de le faire, mais en fait, pas du tout. C'est différencier deux choses. C'est qu'est-ce qui est bien pour la boîte et qu'est-ce qui est bien pour moi. Et regardez, où est-ce que ça s'aligne, quelles sont les choses que j'ai envie de faire. Et donc, en fait, moi, qu'est-ce que ça a changé concrètement? C'est que, premièrement, j'ai beaucoup plus passé la responsabilité de l'entreprise, des choses dont elle avait besoin à mon associé Paul, qui était un gros mec de process, simplement, sous les choses dont la boîte DADS a besoin. Je me suis recentré sur les choses que j'aimais bien. Globalement, il y a deux parties de mon travail en ce moment. Coacher des nouveaux fondateurs, donc m'occuper du groupe. J'adore parler à des entrepreneurs, ça me donne de l'énergie de fou, ça me rend plein de choses, c'est génial. Et produire du contenu pour attirer ces fondateurs, qui est mon prétexte pour venir à Amsterdam et vous parler de Spinoza. Je sais pas pourquoi j'ai dit Spinoza. Je suis paniqué. C'est une sensation assez unique, un sentiment profond d'accord avec soi-même, quelles que soient les causes extérieures qui nous affectent. C'est un ressenti un peu différent de la joie. Et ce passage de l'artiste John Mayer m'y a fait penser. And then I had a conversation with myself. And I remember where I was. It was like 6 days into the hangover. I was in my 6th day of the hangover. That's how big the hangover was. And I looked out the window and I went, okay, John, what percentage of your potential would you like to have? Because if you say you'd like 60 and you'd like to spend the other 40% having fun, that's fine. Mm-hmm. But what percentage of what is available to you would you like to make happen? And there's no wrong answer. What is it? And I went, 100. I want it all. I said 100. I want it all. And then Yeah. the voice in my head said, okay, do you know what that means? And I went, we don't have to talk anymore. I get it. Let's go. And that next year, I did 4 tours. I was in 2 bands. Yep. I was happy on airplanes. So what happens when you stop drinking? The level goes, it feels like boredom at first. But if you stick with it, the line straightens out and it goes kind of low, right? You're like, oh, I'm not having these high highs. But if you work, you can bring the whole line up. Wow. Do you know what I mean? Le succès qui provoque cette joie durable
vient en fait d'une redirection vers l'intérieur. Plotin disait « l'âme devient ce qu'elle contemple ». Je pense qu'en gardant la même structure, Spinoza aurait dit « l'âme devient ce que ses idées lui permettent de comprendre ». Si je contemple des images de gloire, je deviens leur esclave. Mais si je contemple les causes réelles de mes affects, je renverse le rapport de force. Le succès cesse alors d'être un résultat incertain, accroché au verdict des autres, pour devenir une transformation intérieure. Le passage à un état où ma puissance d'agir s'accroît de mon seul fait. Ce premier déplacement est capital. Il signifie que la libération des passions ne s'arrête pas à une hygiène psychologique, qui serait comprendre pour moins souffrir, mais redéfinit l'objet même de notre désir. Le succès, entendu jusque-là comme ce qui m'arrive du dehors, devient désormais le contentement de ce que je suis capable de faire advenir par moi-même. Il passe par la découverte de ce que Spinoza appelle l'utile propre. Dans l'éthique, ça désigne ce qui convient réellement à notre nature singulière et nous permet de persévérer dans notre être. La vertu elle-même n'est rien d'autre que cela, agir conformément à son utile propre. Bien, nous venons d'arriver au mausolée dédié à Bento Spinoza. Il y a plusieurs points intéressants avec cet endroit. Donc, nous sommes derrière une église et non pas une synagogue, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont choisi de mettre son mausolée derrière une église. Et ici, là, donc juste en dessous de la gravure de Spinoza, il y a écrit Caute. En latin, c'est la devise de Spinoza qui veut dire « prends garde » ou « méfie-toi ». Et c'est en référence à son excommunication, donc au RM qu'il a reçu en 1650 et des patates, je crois 1656. C'est intéressant d'avoir mis ça sur sa tombe. C'est en gros, c'est représenté juste comme un fait de sa vie. C'est tout. Je le dis, à chaque fois que je vois quelque chose comme ça, une statue ou un hommage qui est fait à quelqu'un, je trouve que ça permet de s'imaginer l'impact qu'il a eu sur les gens. Et pour qu'on en arrive à... Ça fait quand même 400 ans. Hein. 400 ans plus tard, personne n'a touché, personne n'a voulu mettre un autre truc à la place. C'est que le gars a eu ses idées ont eu de l'écho. Cette façon de penser rend au succès sa valeur relative. C'est ce qui explique pourquoi l'argent, l'ambition ou la reconnaissance ne sont ni bons ni mauvais en soi. Il s'agit surtout de les utiliser comme moyen pour exprimer ce que nous sommes vraiment. Ça implique donc de créer une sorte de distance avec les absolus de l'entrepreneuriat ou de la réussite, qui se manifestent souvent par des injonctions qui ignorent la dimension propre du succès. En fait, le propre aussi d'un conseil entrepreneurial, c'est souvent qu'il assume que chaque entrepreneur poursuit la même quête d'enrichissement absolu. Pleasure to make your acquaintance. Nice to meet you. Mais le problème, c'est que la réalisation qu'on a fait fausse route intervient souvent lorsque l'action est déjà effectuée. Autrement dit, quand il est déjà trop tard. Poursuivre son utile propre implique donc une sorte de sagesse. Comme un joueur de poker qui se coucherait sans jamais avoir vu les cartes de l'adversaire. Sans jamais avoir la preuve formelle qu'il aurait effectivement perdu la main. On sait qu'on est dans le registre de l'utile propre lorsque l'action n'est pas suivie par un pic, mais par une joie stable. Pensez à la différence entre le sentiment que laisse un repas fast-food contre celui d'une nourriture saine. On peut donc proposer une première réponse à notre question initiale. Le succès n'est compatible avec la joie que s'il est redirigé vers l'intérieur, sur ce qui procède vraiment de nous. En ce sens, l'entrepreneur spinoziste, ça serait celui pour lequel l'utile propre est une entreprise. Ça me fait penser à ce qu'écrivait Rainer Maria Rilke au sujet de l'œuvre d'art dans la première lettre de Lettre à un jeune poète. Il s'adresse à Franz Capus, un apprenti poète qui lui a envoyé quelques vers en lui demandant de les critiquer. Je vous lis quelques extraits de la masterclass qu'il lui renvoie. Vous regardez vers l'extérieur, et c'est justement cela, plus que tout au monde, qu'il vous faudrait éviter en ce moment. Il n'y a qu'un moyen, un seul. Rentrez en vous-même. Explorez le fond de ce qu'il vous enjoint d'écrire. Répondez franchement à la question de savoir si, dans le cas où il vous serait refusé d'écrire, il vous faudrait mourir. Il suffit de sentir que l'on pourrait vivre sans écrire pour n'en avoir tout simplement pas le droit. Il y a de ça dans le désir d'entreprendre, qu'il s'agit de déshabiller pour découvrir ce qu'il a véritablement causé. Si après cet examen, il ne reste rien qui émane de l'extérieur, c'est que ce désir est une action. Entreprendre est donc votre chemin personnel vers cette joie suprême, la béatitude. La béatitude, chez Spinoza, c'est la forme la plus haute et la plus stable de la joie. C'est celle de l'homme libre. Elle repose sur la connaissance, mais pas n'importe laquelle. La troisième, l'intuition. C'est celle qui permet à l'esprit de comprendre que toutes les choses découlent de la nature avec une nécessité absolue. Celle qui lui permet d'accepter qu'il est régi par des lois dont il ne peut pas s'affranchir. Par nature et perfection, j'entends la même chose. Il n'y a aucune béatitude possible pour quiconque ne s'y résoudrait pas.
L'homme est un mode de la nature. Il n'est imparfait que lorsqu'on le compare à une idée que nous nous faisons du bien et du mal. Ce que nous appelons imperfection n'exprime jamais un défaut réel de la nature, mais seulement une comparaison subjective de notre part. Un humain n'est pas imparfait parce qu'il ne sait pas voler comme un oiseau. Il n'y a pas de perfection, et donc de joie, sans l'acceptation de notre nature, et ce qu'elle nous indique sur ce que veut dire persévérer dans notre être. Vous pourrez tenter 100 fois de poursuivre un utile qui ne vous est pas propre, la nature vous renverra 100 fois de la tristesse. C'est cette acceptation de notre servitude qui produit paradoxalement une forme de liberté. Ces lois extérieures, dont on ne peut pas se défaire, font donc partie de la solution au problème. Il suffit d'en comprendre les causes. Nous avons besoin d'elles. Rien n'est plus utile à l'homme que l'homme. La béatitude exige un cheminement où l'utile propre joue le rôle de boussole. Ce qui est utile à l'homme, c'est d'abord l'homme lui-même. Rien n'est plus profitable à un individu que de s'unir à d'autres individus dont l'essence s'accorde avec la sienne. Le rôle d'autrui apparaît donc dans une articulation très précise. Autrui est d'abord ce qui menace notre liberté, car il peut être source d'affection qui nous asservisse. Les passions tristes, la haine, l'envie, la jalousie, naissent presque toujours dans le rapport aux autres. Mais ce rapport peut, lorsqu'il est saisi adéquatement, devenir le vecteur le plus sûr de notre libération. L'homme est, pour l'homme, un dieu quand il vit sous la conduite de la raison. C'est pourquoi Spinoza fait découler la vertu d'un principe simple. Rechercher pour soi ce qui est vraiment utile, c'est en même temps vouloir pour les autres ce qui leur est utile. La communauté rationnelle des hommes, qu'il nomme parfois cité, devient l'espace dans lequel chacun peut le mieux déployer sa puissance. Ainsi, la béatitude n'est pas un état privé, mais une joie qui s'amplifie dans la concorde. Le bien que désire pour lui-même tout homme qui vit sous la conduite de la raison, il le désirera aussi pour les autres. Cette quête de félicité intérieure va donc à l'encontre du mode de vie un peu cliché du moine isolé, qui accompagne souvent les images qu'on pourrait avoir d'une paix intérieure. Il y a un peu de sagesse, mais je sais que c'est un combat de tous les jours parce que malheureusement, tout ce qui décrit comme étant les choses qui nous détournent de notre utile propre ne disparaissent pas parce que tu as lu Spinoza. Qui t'apprend aussi que tu comprends pourquoi. C'est pas si facile que ça non plus de vivre une vie spinoziste. De toute façon, le but, c'est pas non plus d'abandonner sa philosophie au profit de celle d'un autre. Tu regardes un film et tout à coup, tu as envie d'avoir la vie de Rocky parce que tu as vu Creed, quoi. Faudrait que je retrouve qui a dit que chaque personne avait deux philosophies, la sienne et celle de Spinoza. Tombe bas. Il s'agit donc maintenant de clore notre voyage et d'apporter une réponse à notre interrogation. Revenons au début de notre parcours. Étymologiquement, successus signifie simplement « ce qui advient ». Le sens moderne de réussite éclatante n'est qu'un resserrement tardif. Si l'on se replace dans l'acception antique et médiévale, le succès n'est pas encore un triomphe. Il est le résultat, quasi synonyme d'action. Ce que j'ai beaucoup aimé chez Spinoza, c'est que j'ai le sentiment qu'il nous invite précisément à retrouver cette neutralité. Le succès, entendu comme un événement extérieur, n'est ni bon ni mauvais en soi. Il marque seulement le passage d'un état à un autre. Ce qui compte, ça n'est pas la couleur de l'issue, mais la manière dont elle affecte notre puissance d'agir. Une même issue peut donc produire joie ou tristesse. C'est une affaire d'utile propre. Réconcilier le succès avec la béatitude revient donc à lui restituer ce sens plus large. Le succès n'est pas la réussite, mais le cours même des choses. Leur issue nécessaire qu'il faut accepter. Ainsi compris, il retrouve sa racine latine et s'accorde avec Spinoza. Cuius utilitas propria est in negotio gerendo is necessario beatitudem consequitur. Si l'utile propre est dans l'entrepreneuriat, il en suit nécessairement la béatitude. Mais en cheminant vers cette conclusion, il semble que nous en ayons découvert une autre. Notre quête nous a invités à redéfinir le succès. Mais que se passe-t-il si on lui laisse sa définition première, celle d'un succès à l'issue heureuse, tourné vers un résultat extérieur? Il semble alors que dans ce cadre émerge une seconde vérité, c'est que la joie est première au succès. Vous aurez peut-être remarqué que nous n'avons jusqu'ici jamais employé le mot bonheur. C'est parce qu'il est hors sujet. L'étymologie de bonheur renvoie littéralement à un heureux hasard. Heure, en ancien français, est issu du latin augurium, présage, puis destin, qui signifie chance, sort ou fortune. Ainsi, bonne heure désigne un bon sort, une bonne fortune. Or, c'est précisément ce dont Spinoza cherche à se libérer. L'enseignement que je trouve le plus précieux chez lui, c'est que la béatitude est une action, car elle repose sur la joie, qui est un accroissement de la puissance d'agir. Or, l'entrepreneur qui produit une issue favorable pour son entreprise use de sa faculté d'action, entendue comme sa capacité à transformer son environnement, à être la cause du succès.
La joie n'est donc pas le résultat de l'action. C'est l'inverse. Il n'y a pas d'action sans joie. En ce sens, la réussite évitera toujours celui qui croit qu'elle le rendra joyeux. C'est le succès même qui est réservé aux individus qui ressentent de la joie. Laetitia est causa successus exterioris. La joie est cause du succès extérieur. Et c'est très pratique en fait. Je veux dire, je pense que j'ai mis en place Spinoza avant de le comprendre. D'ailleurs, je le comprends toujours pas en entier. Mais il y a par contre des choses qui, de façon pratique, j'ai pu mettre en place et qui ont vraiment porté leurs fruits. C'est marrant parce que ça reste quand même assez modeste. On a peut être d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, le gars a produit un truc qui est quand même censé donner un chemin vers la joie durable. Donc la promesse, elle est pas mal, tu vois, le claim. Et en fait, on a tout fait là. En 3 jours, on a fait tout ce qui était réservé à Spinoza. Il y a des choses, mais ça reste quand même modeste. C'est une petite maison, petit truc. Et le musée est très simple, mais c'est aligné aussi avec la philosophie qu'il a produit. Je pense que si j'en tire une chose, c'est franchement se détendre en fait. Détends-toi, tout va bien se passer. Tout cela est une quête. Rien de ce qui arrive n'est grave. Ça va rouler. C'est donc ici que s'achève notre route et que débute votre quête personnelle de joie durable. Mais je crois que le plus dur pour les entrepreneurs n'est pas tant de comprendre comment la béatitude se crée que de la désirer plus que le succès en lui-même. Grâce à Spinoza, la félicité s'offre à quiconque la cherche, à condition de la désirer. C'est QFT.